Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très content, vraiment très content de pouvoir vous présenter un manga que j'aime beaucoup et que j'espère que je vais pouvoir vous partager mon enthousiasme à propos de ce manga. Je me suis repassé plusieurs fois sur ce script pour essayer justement de pas aller dans tous les sens comme j'ai pu le faire un petit peu, comme j'ai pu alourdir notamment la présentation de Eden Zero la dernière fois. Donc voilà, donc j'espère que là que je suis resté un petit peu bien focus, mais bon, il y aura quand même quelques petites parenthèses, vous me connaissez. Flying Witch est un manga shoujo toujours en cours de production au Japon. Il y a 11 tomes. En France, ces 11 tomes sont disponibles aux éditions Nobi Nobi. Alors je constate en rédigeant ce script que Flying Witch est considéré comme étant un shonen chez Nobi Nobi, donc son éditeur francophone. Et à juste titre, puisqu'au Japon, chez son éditeur, la Kodansha, encore eux, Flying Witch est prépublié dans le magazine Besatsu Shonen magazine qui prépublie les chapitres de manga de type shonen de tout niveau de violence. Pourquoi je spécifie cela? Parce que c'est aussi le Besatsu Shonen magazine qui a prépublié les chapitres de Shingeki no Kyojin, c'est-à-dire l'attaque des titans. On parle bien d'un manga qui est réputé quand même pour notamment avoir un niveau de violence assez élevé, alors qu'en comparaison, Flying Witch a un niveau de violence qui est quasiment de zéro, quoi. Alors ma question est pourquoi est-ce qu'en France les librairies rangent les tomes de Flying Witch dans les étagères de shoujo ou même de kawaii quand ils en ont une? Alors, la section kawaii en marketing manga, c'est la section qui rassemble les mangas pour enfants. Kawaii veut dire mignon, et si en tant qu'ado ou adulte occidentaux, on a l'habitude d'entendre ce mot utilisé dans des scènes de romance ou pour qualifier certaines modes vestimentaires, forcément, au Japon, le mot mignon est utilisé dans des contextes beaucoup plus variés. Et il est l'un des termes, ou peut-être le terme, qui définit les mangas marketés pour les enfants pré-ados et en bas âge. Le manga symbole du genre, au succès international bien entendu, c'est Chi. Eh bien, figurez-vous que dans certaines librairies spécialisées en manga, eh bien, j'ai pu trouver Flying Witch rangé dans cette toute petite étagère à côté de Chi et de Yuzu, la petite vétérinaire, par exemple. Mais le plus souvent, vous trouverez Flying Witch dans l'étagère des shoujo. Alors pourquoi le spécifier en introduction? Eh bien, comme on a pu brièvement le voir dans les vidéos précédentes, d'un point de vue marketing, au Japon, le manga shoujo correspond à un code précis. Comme je vous l'ai dit dans la présentation de Chihaya Furu, si le manga ne correspond pas à ces codes, il va avoir droit à un marketing différent. Et ici, Flying Witch est tout simplement envoyé dans la case shonen, qui est considérée comme étant plus généraliste. Alors c'est vrai, je vous le présente comme un manga shoujo, puisque c'est comme ça qu'il m'a été vendu, et que finalement 90% des protagonistes de ce récit sont des personnages féminins. Alors vous me direz, et à juste titre, qu'il est tout à fait possible de faire un récit avec une majorité de personnages féminins destinés à un public masculin. J'ai envie de répondre, il est aussi possible de faire des récits qui soient disponibles à n'importe quel type de public. Je pense que Flying Witch est disponible à n'importe quel type de public. De plus, en France, le genre masculin assume aussi le genre neutre, c'est-à-dire que si Flying Witch ne répond pas au code conventionnel du manga shoujo, alors autant effectivement le mettre dans l'étagère neutre. Sauf que du coup, on valide vraiment le principe que l'étagère shoujo ne va accueillir que des mangas roses et bleu ciel. Je me permets de faire une petite parenthèse à ce sujet. J'étais hier à la Fnac des Halles pour acheter les nouveaux mangas sortis donc mercredi. Et j'étais rejoint par un pote qui, lui, n'y connaît pas grand-chose en manga, c'est pas trop son délire. Et il m'a rejoint quand j'étais en train de finir donc mes achats, ma sélection de mangas, et j'étais notamment sur dans le rayon shoujo. Et ben il a eu une remarque, ça a été de dire, ces mangas ont tous la même couverture. Donc personnellement, cela me convient très bien de vous présenter Flying Witch comme un manga de type shoujo, sachant que si je dois proposer un manga à une adolescente, en étant pratiquement sûr de ne pas me tromper, et sans justement lui proposer une histoire de romance collégienne ou lycéenne, je vais immédiatement penser à Flying Witch. Alors que si je dois proposer un manga à un adolescent, je ne vais pas du tout penser à Flying Witch. Il va pas du tout m'apparaître dans les 10 mangas auxquels je vais penser immédiatement, ce sera pas Flying Witch. Mais bien la centaine de mangas shonen d'aventure et de camaraderie entre ados masculins. Pour finir cette introduction sur Flying Witch, il est parfois rangé dans l'étagère kawaii, donc avec l'étiquette manga accessible aux enfants. Tout simplement parce que Flying Witch est un manga qui peut se lire dès 8-9 ans, peut-être même avant.
C'est un manga que personnellement j'adore, je pense qu'on peut le lire à tout âge et j'attends chacun de ces tomes avec impatience. Le petit crève-cœur, c'est que tout comme pour Dahlia, artisane magicienne, Flying Witch Flying Witch est en adaptation en flux tendu et que l'autrice Ichizuka Chihiro a besoin de 10 à 14 mois pour produire un livre. Mais c'est justement un rythme de production tout à fait décent, un peu humain, bien moins industriel que ce qu'on a vu plus tard sur d'autres mangas. Et c'est très bien que l'autrice Ichizuka Chihiro puisse se permettre de travailler à ce rythme. Mais alors, Flying Witch, qu'est-ce que c'est ? Flying Witch est un récit d'amitié et de comédie dans un environnement de slice of life fantastique. Le slice of life, littéralement tranche de vie, c'est ce genre d'histoire où le récit ne va pas proposer une aventure telle qu'un voyage ou une enquête policière, voilà, quelque chose de très très spécifique, très codifié. Non, les codes sont tout différents. Il y a des codes, mais ils sont bien différents. Non, c'est un récit qui va s'appuyer sur des références de vie du quotidien des protagonistes. Il est possible que les personnages soient lycéens, mais l'environnement du lycée ne sera qu'une partie de l'histoire, et pas majoritaire. Idem, il est aussi possible que les personnages soient des personnes actives, mais leur environnement professionnel ne sera pas l'unique point d'accès de la trame scénaristique. Le slice of life permet souvent de rassembler des personnages issus d'environnements socio-professionnels très différents, et où, dans l'histoire plus ou moins intéressante de leur vie, il va se trouver un ou des événements qui seront mis en récit. Un exemple très intéressant de slice of life, c'est l'animé Durarara. Il y a 3 A. Durarara. Cet anime mélange des scénarios d'amitié et d'amour, de drames familiaux, d'enquêtes et de crimes, et même des événements surnaturels. Il y a de nombreux protagonistes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres. Le slice of life étant qu'il se trouve que tous ces scénarios vont se dérouler en l'espace de quelques semaines dans le même quartier de Tokyo où tous ces personnages coexistent. Les récits de type tranche de vie, c'est lorsqu'un auteur met sa loupe sur un quartier, une maison, une personne, et il va nous raconter sa vie, son histoire d'un événement A, de le début, à un événement Z, qui marquera une progression suffisante pour dire « c'est la fin ». Certains lecteurs trouvent ce genre d'histoire très ennuyeuse, l'anime Durarara est un peu un ovni dans son genre, puisqu'il arrive à ajouter cette touche épique qui est généralement complètement absente des slice of life. Et notre manga du jour, Flying Witch, arrive assez bien à gérer l'extraordinaire, dans le sens où l'élément fantastique peut parfois être tellement extraordinaire qu'on pourrait presque toucher du doigt l'épique. Mais le format tranche de vie impose un rythme de récit un peu ralenti. Il est difficile pour un auteur d'en modifier brusquement l'ambiance pour atteindre l'épique. Attention, je dis pas qu'il faut que tous les mangas et toutes les histoires soient épiques. C'est juste qu'en fait, on est vraiment sur des objets scénaristiques qui sont un peu aux antipodes. L'idée, ce serait finalement progressivement d'augmenter les caractéristiques du drame et des enjeux dans la construction du récit pour permettre à l'histoire d'atteindre naturellement un événement épique. Mais il y a de grands risques de perdre ce qui fait le fondamental du récit tranche de vie, qui est de raconter des événements de la vie quotidienne. Si un auteur veut raconter des événements épiques, il y a des tas d'autres formats de récit à sa disposition, autres que le tranche de vie. Enfin, que le format tranche de vie. C'est un format de récit qui plaît beaucoup au Japon, et notamment au public adulte. En 1994, le manga Le Gourmet Solitaire est un carton phénoménal dont le succès est encore reconnu 30 ans plus tard. De 2012 à 2022, donc 2012 on est 20 ans après la sortie du premier manga, un drama en 10 saisons de 12 épisodes a été produit. Je vous rappelle le pitch. Un homme d'affaires entre 40 et 50 ans traverse tout le pays pour le boulot. Et l'histoire s'attarde sur ces instants de répit où, installé dans un petit restaurant local, il va pouvoir profiter de son repas et avoir quelques interactions sociales. On est sur quelque chose de vraiment très lent, très posé, sur un homme solitaire, devant son bol de ramen. Wouhou! Carton national, Mais alors, Flying Witch, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Flying Witch est un récit d'amitié et de comédie dans un environnement de slice of life fantastique. C'est-à-dire que notre événement A de départ, c'est l'arrivée de notre personnage principal. Kowata Makoto est une jeune lycéenne de seconde qui quitte une grande ville de la banlieue de Tokyo pour aller vivre dans le nord-est du Japon, dans une ville très rurale, et y faire ses années de lycée. Elle est hébergée chez son oncle et sa tante, qui sont agriculteurs. Le point d'intérêt de cette histoire, c'est que Makoto est une jeune sorcière, en plein apprentissage de la magie. Sa famille est tout à fait au courant, tout est normal.
Si le commun de la société japonaise et mondiale est ignorante de l'existence de la magie, des sorcières et des sorciers, dans Flying Witch, sorcières et magie ne sont pas des conditions scénaristiques dramatiques. Ce récit s'axe sur les rapports d'amitié que Makoto va se créer successivement dans son nouveau lieu de vie et via ses actions de jeune sorcière. Il y a une bonne dose de comédie, notamment apportée par son cousin Kei, je pense que c'est Kei, sa jeune cousine Chinatsu et sa grande sœur Kowata Akane. Et c'est justement ce bonus d'humour qui fait tout le sel de ce manga et qui fonctionne très bien sur moi. Je ne vais pas vous lister la dizaine de personnages qui s'ajoutent au récit au fur et à mesure. Comme dans tout récit tranche de vie, les personnages sont ajoutés progressivement au rythme un peu lent du quotidien. Ce qui caractérise Flying Witch, c'est le fait qu'on est vraiment dans une histoire douce et sucrée. Il n'y a pas de personnages méchants, malhonnêtes, mal intentionnés. Il n'y a pas d'enjeu dramatique ni de combat. On est sur des petits événements de la vie quotidienne, avec ce petit plus assez bien dosé du fantastique et de l'extraordinaire. Il n'y a pas un gros fil rouge scénaristique avec un objectif évident comme dans les récits d'aventure. Comme dans tout bon slice of life, l'histoire avance au fil de l'eau, à l'instar d'un long fleuve tranquille, agrémenté de quelques remous via les péripéties fantastiques assez régulières que vivent les protagonistes. Ainsi, entre le tome 1 et 3, on va rencontrer une dizaine de personnages récurrents. Il faudra attendre le tome 8 pour avoir l'ajout de nouveaux personnages et avoir une réelle marche progressive, disons un nouvel arc. On a un premier arc qui arrive jusqu'à peu près le tome 8, et puis à partir du tome 7, et tome 8, on commence sur un nouvel arc. Mais c'est vraiment... je chipote un peu en disant ça. En vrai, ça se lit tout seul. On se dit pas, tiens, on vient de finir une histoire, on en commence une nouvelle. C'est au fil de l'eau. Mais du coup, au final, on n'est jamais confus, alors que l'univers fantastique qui nous est présenté est finalement assez riche. Parce que tout va bien. Tout est présenté à un rythme accessible. C'est pour ça aussi que c'est un manga qui est assez accessible au jeune âge. Moi, personnellement, j'adore Flying Witch. C'est une série que je relis entièrement et avec plaisir à la sortie de chaque nouveau tome. Souvenez-vous, je vous avais dit que de mon point de vue, la relecture de Dahlia, artisane magicienne, avait desservi mon appréciation du récit, passé l'effet de découverte en première lecture. Ce n'est pas du tout un sentiment que j'éprouve en lisant et en relisant Flying Witch. L'autrice, Ichizuka Chihiro, nous présente très progressivement chacun des différents personnages, et on n'a pas besoin de beaucoup de dialogue et de caractérisation pour se faire une idée assez claire de leur personnalité. Makoto, en tant que personnage principal, souffre un peu de ce côté personnage page blanche. Mais en vérité, je pose le doigt dessus parce que je fais ce petit exercice d'analyse pour vous présenter Flying Witch. Parce que cela ne m'a jamais gêné en lisant et en relisant ce manga. Makoto, tout comme sa grande sœur Akane et sa cousine Chinatsu, sont des personnages qui sont surtout dans l'action. Elles ont tendance à agir, puis à assumer les conséquences ensuite. Les événements qui vont bousculer le quotidien viennent majoritairement de l'une d'entre elles. Kei, le cousin du même âge que Makoto, est beaucoup plus posé. Il a beaucoup d'humour, mais il est ce qu'on appelle un pince sans rire. Il fait ses blagues en restant sérieux, ce qui contraste très bien avec Makoto, Akane et Chinatsu, qui sont très expressives. Je ne sais pas comment travaille l'autrice, Ichizuka Chihiro, mais pour moi, elle a forcément écrit des tonnes de fiches sur chacun de ses personnages, et dans ces fiches sont définies les affinités du personnage vis-à-vis des autres et ce que cela veut dire de leur mode de communication. Cela vous semble peut-être comme étant un exercice préparatoire évident pour un auteur, eh bien sachez que cela ne l'est pas du tout, et qu'il y a plein d'auteurs qui font des impasses sur ce genre d'exercice. Je vous ai dit que notre personnage principal, Makoto, avait finalement assez peu de personnalité, mais que cela n'était pas très dérangeant. Mais vous savez bien que dans d'autres histoires, l'absence de personnalité est un défaut visible dans l'écriture du personnage principal, voire même un défaut qui va nous poser problème pour nous investir et apprécier, et le personnage et son histoire. Alors que justement, cette fausse bonne idée de faire un personnage feuille blanche, c'est pour qu'un maximum de lecteurs ou de spectateurs puissent s'identifier le plus facilement possible à ce personnage central. Sauf que ce personnage est supposé porter le récit sur ses épaules. S'il n'a aucune personnalité, on ne comprend pas sa détermination et ses enjeux. Il est transparent et ne porte rien. Nous aurons l'occasion de le pointer du doigt dans d'autres mangas. Mais ici, dans Flying Witch, cela ne pose aucun problème. Je vous l'ai dit, je ne m'étais jamais posé la question de la profondeur de la personnalité de Makoto avant de m'atteler à ce script. Je viens de relire les 11 tomes, sans m'ennuyer une seule seconde, et jamais dans la lecture du manga, je n'ai été interpellé par une phrase ou un dessin qui m'ait fait relever la tête et sortir du récit. Bon, c'est pas tout à fait vrai.
Il y a deux phrases prononcées par le personnage de Shinatsu que j'ai trouvé un peu trop bien construites pour une enfant de 8-9 ans. Mais comme elle est caractérisée comme étant assez intelligente et très observatrice de son environnement, par exemple, elle préfère passer son temps libre avec Makoto et les copines de lycée de Makoto et Kei que de passer ce temps avec ses copines d'école, sachant que Kei lui fait par 2 fois la remarque « Qu'est-ce que c'est que cette phrase? T'as entendu ça où ?» Ok, je chipote, je pense que presque aucun lecteur n'a remarqué ces 2 phrases de Shinatsu qui m'ont fait lever un sourcil. Un petit mot sur l'univers fantastique et sorcière, avant de parler des graphismes. Je ne sais pas si c'est uniquement dû au fait que j'apprécie les personnages, et que donc les petites péripéties magiques de leur quotidien m'intéressent. Mais je trouve que la manière dont l'autrice Ichizuka Chihiro nous fait découvrir petit à petit cette double réalité, pratiquement invisible au commun du reste du monde, eh bien ça fonctionne assez bien. La règle est assez simple. Il y a notre monde, et superposé dessus de multiples couches dimensionnelles auxquelles les sorcières peuvent accéder plus ou moins facilement. Très brève parenthèse, sur l'œuvre littéraire qui a fortement influencé et popularisé les histoires basées sur les communautés de sorciers et sorcières dans un environnement moderne. Harry Potter de J.K. Rowling. No comment sur les engagements sociopolitiques de l'autrice. Quand le premier livre Harry Potter est arrivé en France, j'avais 11 ans. J'ai lu les 5 premiers tomes, les 5 premiers livres, plus de 10 fois chacun durant mon adolescence. J'étais à fond dedans. Cet univers me faisait rêver. Bien sûr que j'avais déjà remarqué les plus grosses erreurs scénaristiques et les grosses contradictions de l'univers. Mais c'était pas grave. L'école des sorciers, tout ça, c'était vraiment un environnement super pour raconter des histoires. Puis les livres 6 et 7 sont sortis, je les ai lus. L'histoire s'est terminée, c'était très bien. Une dizaine d'années plus tard, je me suis dit, allez, je me fais un kiff, je relis tout. Heureusement que cela se lit très vite et très facilement, parce que je lisais plus vite que le récit ne m'agaçait. J'ai fini par lâcher prise au milieu du tome 3. En vérité, l'univers des sorciers de la saga Harry Potter, cet univers, il marche sur la tête. Passé l'émerveillement de l'adolescence, et du coup ma disponibilité à accepter des grossièretés, d'écriture, en tant qu'adulte, chapitre après chapitre, toutes les incohérences et contradictions me sautaient aux yeux à chaque page. C'est pourquoi je suis aujourd'hui extrêmement frileux vis-à-vis des histoires de sorciers et sorcières qui se déroulent dans un environnement moderne et ou contemporain. Mais je vous ai parlé un peu plus tôt du fait que je pensais, enfin c'est l'impression que j'ai en lisant Flying Witch, donc je pense que l'autrice, Ichizuka Chihiro, a vraiment conçu et réfléchi ses protagonistes. Et je pense qu'il y en a de même pour l'univers fantastique qui vient de se superposer à l'environnement concret et terre-à-terre des personnages. Le rythme un peu lent du récit au format Slice of Life aidant peut-être, mais pour l'instant je n'ai trouvé aucune contradiction ni incohérence sur le fonctionnement de cet univers fantastique dans ce récit, et pour moi c'est quelque chose d'assez important. Quelques mots sur les dessins. Ne vous fiez pas aux dessins très sobres des 2 premiers tomes de Flying Witch, il y a une nette amélioration de sa qualité à partir du tome 3. Et quand je dis amélioration du dessin, cela fait toute la différence dans mon appréciation finale. Vous allez me dire, oh, ça reste finalement assez similaire. Oui, le style n'a pas changé. C'est juste les décors et les environnements qui sont beaucoup plus travaillés. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus travaillés. On a beaucoup moins de gros aplats de noir sur les vêtements et sur les cheveux et qui viennent assombrir l'ensemble des pages. Dans les 2 premiers tomes, la faible présence des décors et ces grands aplats de noir donnent des dessins et des pages avec énormément de contraste entre le noir et le blanc, qui personnellement me déplaît. Alors pour moi, la différence de dessin à partir du 3e tome, c'est le jour et la nuit. Si vous voulez apprécier un bon graphisme entre les 2 premiers tomes, pour les 2 premiers tomes de Flying Witch, je vous suggère de regarder son anime disponible sur la plateforme Crunchyroll. La musique de l'anime est aussi vraiment très bien. Bon voilà. Les graphismes et la musique sont les arguments pour regarder cet animé. Parce que je suis désolé, mais je trouve que ça n'adapte pas très bien, voire pas bien du tout, les dialogues, et du coup les petites péripéties qui font le sel et le plaisir de lire Flying Witch. Durant la production de cet animé, il a dû être décidé à un moment donné qu'il fallait rallonger les blagues par rapport à la version originale. Et c'est très simple, on perd toute leur spontanéité. Ils ont rajouté des dialogues avant et durant les chutes des blagues, et ça donne juste un ensemble extrêmement poussif. Comme je vous l'avais dit dans la présentation de Backstreet Girls, oui, en tant que lecteur, je lis les blagues à mon propre rythme, celui qui me convient, et c'est pareil pour tout le monde. Mais tout de même,
Je comprends qu'on mette une seconde d'animation avec le personnage, la bouche un peu entrouverte, avant de comprendre la chute de la blague qu'on vient de lui faire. Mais dans Flying Witch, l'adaptation en animé, la pause elle est de 3 secondes, voire plus, où le personnage est comme ça. Oh, j'ai compris qu'on vient de me faire une blague. Mais ça dure. Ça dure. Au bout d'un moment, en fait, le personnage, il a juste l'air d'être bête. Dans cet animé, les personnages de Makoto et Shinatsu ont tout le temps la bouche ouverte, comme si le monde entier était en permanence étincelant autour d'elles. Comme ça. Elles gobent de l'air. Elles ont l'air d'être vraiment stupides. Et pour le coup, ça leur donne un côté hyper artificiel. Parce que personne ne se comporte comme ça dans la vraie vie. C'est très simple. Shinatsu, c'est le personnage que j'apprécie le plus dans le manga. Sa version dans l'anime, je la trouve horripilante. Je vois tous les clichés débiles du marketing de la production d'anime japonais pour faire une petite fille mignonne. Cet enfant est un cliché artificiel conçu par un esprit d'adulte et marketé pour avoir l'air mignon. Le constat est sans appel. Dans l'anime, les blagues tombent tout à l'eau, alors que c'est l'une des premières forces du manga. L'anime fait du remplissage en présentant des événements qui n'ont même pas lieu dans l'œuvre originale. L'épisode 5 est un pathétique épisode filler. On est sur un anime en 12 épisodes. 12 épisodes en général, ça couvre en termes de manga à peu près 6 bouquins. En moyenne. Là, ils ont fait un épisode de 24 minutes sur un événement hyper court de 3-4 pages dans le manga. Pour moi, cet anime est juste un beau gâchis, c'est vraiment dommage. Et si, comme moi, vous n'avez pas apprécié l'anime, sachez que, comme dans 99% des cas, le manga est toujours mieux. L'anime est un produit marketé pour ramener un nouveau public qui ne s'était pas déjà intéressé au manga. Les autrices et auteurs n'ont, suivant leur notoriété, souvent pas beaucoup d'impact sur leur production et notamment leur scénario. Vous me direz, l'auteur il a fait le scénario du manga, on peut pas changer le scénario. Souvent, ils se permettent quand même de réécrire beaucoup de choses, et notamment de changer le sens du scénario. Donc en fait, le travail est confié à un producteur et un réalisateur, et leur travail, c'est de produire un produit qui doit rentrer dans des cases précises, qui sont celles que le marketing croit qu'elles plaisent au public d'animé. En conclusion, actuellement, 11 tomes disponibles aux éditions Nobi Nobi. Finalement, je n'ai pas dit grand-chose sur les dessins de l'autrice, Ichizuka Chihiro, mais c'est parce que finalement, ils ne sont pas très extravagants. Je ne dis pas qu'ils sont sans personnalité, bien au contraire, mais pour moi, ils sont d'abord au service du récit avant d'être des œuvres d'art à part entière. Alors pardon, des œuvres d'art. Un peu un mot grandiloquent, une expression grandiloquente. Mais on va dire, voilà, des œuvres à part entière. Ils sont d'abord au service du récit. Aujourd'hui, j'ai tendance à m'attarder sur chaque dessin, mais si un autre lecteur me disait que finalement il a tourné les pages de Flying Witch aussi vite qu'il a lu les dialogues, je serais pas très étonné. Et je lui dirais pas, t'as manqué quelque chose. Non, ça se comprend assez facilement. Il y a assez peu de dessins qui nous font rester par eux-mêmes plus de quelques secondes à les contempler. Il y en a, quelques-uns, toujours pour des événements bien précis de l'histoire. Donc forcément, quand ils arrivent, ils se font un peu attendre, mais on se dit « Ah là, c'est une belle double page, c'est sympa. » Mais il n'y en a pas beaucoup. Et attention, le dessin de Flying Witch est de bonne qualité. Je ne dis pas du tout que son apparente sobriété est le reflet d'un travail bâclé. Bien au contraire. Dans ma bibliothèque, Flying Witch est résumé ainsi. Très bon slice of life, personnage attachant, on ne s'ennuie jamais, humour bien dosé, l'univers fantastique fonctionne très bien, dessin de bonne qualité, 16 sur 20. Et pour être tout à fait honnête avec vous, s'il n'y avait pas eu cette fameuse petite amélioration du dessin entre les tomes 2 et 3, je pense que j'aurais noté Flying Witch à 13 sur 20. Parce que, au lieu d'avoir un ensemble qui me fait dire « ce manga est excellent », j'aurais dit « ce manga est super, mais le dessin finit par me fatiguer les yeux ». Et j'aurais retiré des points malgré la qualité du récit. Donc je me répète, mais pour moi Flying Witch est un excellent manga. C'est peut-être un chef-d'œuvre. Je pense qu'il a besoin de plus de tomes pour nous montrer des grandes étapes de progression scénaristique. Donc
c'est ce qui lui manque pour l'instant, je pense. Peut-être que lorsqu'il aura atteint 15-16 tomes, eh ben on se rendra compte d'une globalité scénaristique beaucoup plus déterminante, on va dire, et à ce moment-là, on dira ouais, c'est vraiment, non seulement c'est un excellent manga, mais en plus, ouais, c'est du top. Donc, si vous aimez bien les récits au format tranche de vie, et que pour l'instant vous étiez passé à côté de ce petit bijou, bah, je vous le recommande fortement. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.